Ce cours de physique subatomique est en très grande partie théorique. Ça vient de ma formation, bien sûr, de mes penchants personnels, mais il ne faudrait pas pour autant oublier la partie expérimentale. Donc, je ne pourrai pas lui rendre justice. Je vais simplement, dans cette présentation, non pas expliquer, mais décrire quelques techniques expérimentales historiques et actuelles. En commençant par les accélérateurs de particules. Initialement, donc au début du 20e siècle, jusque dans les années 30, on n'avait pas d'accélérateur de particules. Donc tout ce qu'on avait, c'était des sources naturelles. Donc les projectiles qu'on utilise dans les expériences de collision étaient soit issus des sources de radioactivité que l'on connaissait à l'époque, donc c'était des rayons alpha, bêta ou gamma qui proviennent de noyaux instables, ou c'était des particules qui proviennent de l'espace, c'est ce qu'on appelle des rayons cosmiques et qu'on a découvert à peu près dans ces premières années du XXe siècle et dont l'origine, encore aujourd'hui n'est pas tout à fait claire. Ce sont des particules stables, bien sûr, puis sinon on ne pourrait pas survivre la grande distance qui nous sépare des sources, mais une fois que ces rayons cosmiques entrent dans l'atmosphère, ils entrent en collision avec les molécules et peuvent créer des particules transitoires comme des muons ou des pions, par exemple. Donc, les sources radioactives habituelles émettent des particules dont l'énergie est située entre 100 et 1000 kV, quelques mégaélectronvolts. Ayons en tête que l'énergie de masse d'un électron est de 1,5 mégaélectronvolts. L'énergie de masse d'un proton est d'à peu près 1000 mégaélectronvolts. Donc, on se rend compte ici qu'il s'agit de particules qui sont, si ce sont des particules alpha, elles sont toujours non relativistes. Et si ce sont des rayons bêta, eh bien, ils sont très peu relativistes aussi. Donc, on ne parle pas de haute énergie ici. Les rayons cosmiques, c'est tout à fait différent, sauf qu'on ne contrôle rien. Avec des sources de noyaux instables, on connaît exactement l'énergie, c'est toujours la même chose, sauf pour les rayons bêta, parce qu'évidemment, c'est de l'émission bêta, donc il y a un spectre d'énergie. Mais pour les particules alpha, c'est toujours la même. Pour les rayons cosmiques, l'énergie est très variable, et la nature des particules aussi est très variable. L'énergie peut aller jusqu'à cette valeur faramineuse 10 à la 19 électronvolts. Alors, le plus puissant accélérateur d'aujourd'hui, le LHC, peut accélérer les protons jusqu'à 7 téraélectronvolts. Donc, c'est 7 par 10 à la 12 électronvolts. Ici, on parle de 10 à la 19. Donc, c'est essentiellement 6 ordres de grandeur de plus. Sauf que les événements de cet ordre sont très rares et évidemment incontrôlables. La plupart des primaires rayons cosmiques, c'est-à-dire des particules qui viennent directement de l'espace, sont des protons à 89%. Il y a 9% de particules alpha, donc les noyaux d'hélium, 1% d'autres noyaux et 1% d'électrons. Encore une fois, pas de consensus sur leur origine. Supernova, peut-être, noyau actif des galaxies, on ne sait pas trop. Le flux sur Terre, donc par mètre carré seconde, dépend beaucoup de l'énergie. Donc, le flux est élevé, 10 à la 4 particules par mètre carré par seconde. Quand on parle d'énergie de l'ordre du gigaélectronvolt, c'est quand même respectable. Mais ça baisse rapidement. D'accord? Donc, on peut estimer qu'une particule ayant une énergie faramineuse de 10 à la 20 électronvolts traverserait une surface d'un mètre carré à peu près une fois par siècle. Donc, pour pallier cette situation, on a commencé à mettre au point des machines qui peuvent accélérer les particules. Et premièrement, on a pensé à des machines électrostatiques, donc accélérer les particules à travers une certaine différence de potentiel. Bien sûr, construire un appareil qui crée une très haute tension, ce n'est pas simple. Il y a toujours le danger des décharges à travers l'environnement, à travers l'atmosphère. Et donc, c'est assez limité.
La meilleure machine pour générer des hautes tensions, encore aujourd'hui, c'est ce fameux générateur de Cockcroft-Walton qui convertit une source de courant alternatif en source de courant continu. C'est comme une espèce d'immense redresseur. Aujourd'hui, c'est pas encore utilisé, mais comme premier stade d'accélération, les grands accélérateurs modernes ont plusieurs stades d'accélération, et ça fait partie des premiers stades. L'énergie maximum qu'on peut obtenir, donc c'est 1 méga électron-volt à peu près, donc ça veut dire qu'on a 1 million de volts ici. À une échelle réduite, c'est très, très courant ce genre d'appareils. On les utilise dans les appareils à rayons X, par exemple, ou bon, appareils d'implantation ionique, et ainsi de suite. Le principe est celui d'un redresseur. Finalement, on a une source alternative ici qui va, et on a des diodes qui empêchent le courant d'aller dans le sens inverse. Et donc, en forçant le courant ici, dans une partie du cycle, on se retrouve à charger ce condensateur. Dans l'autre partie du cycle, le courant ne peut pas redescendre et donc il va simplement permettre, via ce condensateur, à se décharger en fait dans la section suivante. Et donc, quand on pousse un peu plus, il va aller un peu plus loin et ainsi de suite. Ça a des allures de science-fiction. Si vous avez vu des vieux films de science-fiction des années 30, 40 et 50, et bien sûr, on avait des images de ce type avec plein d'isolateurs, etc., qui stimulaient l'imagination des cinéphiles d'alors. Mais ça demeure donc un premier stade d'accélération. On a pu faire mieux avec ce qu'on appelle un générateur Van de Graaff, qui est un appareil purement électrostatique, on pourrait dire même relativement primitif. Le principe, c'est qu'on a une courroie ici, une courroie avec donc une courroie isolante, je devrais dire, qu'on va arroser d'ions positifs qui vont se fixer à la courroie et qu'on va mécaniquement donc porter dans une région supérieure qui comporte un conducteur. Ici, c'est comme une cavité à l'intérieur d'un conducteur. Et cette courroie va se décharger par frottement sur cette paroi métallique. Donc, c'est l'électrostatique des conducteurs ici qui est à l'œuvre. Ça va amener toute la région ici et à l'intérieur à une tension élevée, en courant continu. Et donc, cette tension va permettre à une source d'ions qui est ici de projeter ces ions vers un endroit où la tension est moins élevée, enfin le potentiel est moins élevé, à travers un tube évacué. Donc, il y aura ici un aimant pour dévier habituellement le faisceau de particules accélérées et une cible. C'est une vieille expérience, donc on envoie des projectiles sur une cible fixe. Quel est le maximum d'énergie qu'on peut obtenir avec ça? Entre 10 et 20 mégaélectronvolts, c'est quand même pas mal. Avec une pression de gaz inerte à l'intérieur pour empêcher les décharges. On peut même en faire un tandem, c'est-à-dire on peut en mettre deux bout à bout. Donc ça ici, c'est un Van de Graaff qui est à l'Université de Notre-Dame. Il y en avait un il y a longtemps, pas si longtemps, mais à l'Université Laval, dans une espèce d'édifice presque, enfin comme une fraction de cône qui est tout adjoint au pavillon Vachon et qui était assez... ouais, donc, qui a servi, qui a fait son temps et qui a été décommissionné il y a quand même un bout de temps et qui a été remplacé. À l'intérieur, on l'a utilisé pour mettre un super ordinateur pendant quelques années. Bon, c'est encore là, mais c'était un générateur Van de Graaff. On en parlait quand j'étais tout jeune. L'accélérateur tandem, donc, c'est ce que je disais, c'est comme deux Van de Graaff bout à bout. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on prend des ions négatifs maintenant. Donc, on le fait fonctionner à l'envers. On met la cavité au milieu. Les ions négatifs sont attirés par la région de potentiel positif et quelque part au milieu ici, on a ce qu'on appelle en anglais stripping canal, donc on va enlever des électrons à ces ions qui passent à toute vitesse ici, ça va les rendre positifs et donc ils vont continuer sur l'avancée et être repoussés, donc comme dans le Van de Graaff simple, vers la cible. Donc on trouve avoir un facteur 2 ici, on peut donc accélérer des protons jusqu'à 30 ou 40 mégaélectronvolts, mais c'est quand même non relativiste, sachant que le proton a une masse de 938 mégaélectronvolts, 40 mégaélectronvolts, ce n'est pas relativiste, c'est des vitesses faibles.
Prochaine étape, un peu mieux maintenant, ce sont les accélérateurs linéaires. En fait, c'est même très bien. C'est une cavité électromagnétique. Pour ceux qui ont fait le cours avancé d'électromagnétisme, vous avez vu ce que c'est qu'une cavité électromagnétique et qu'un guide d'onde. Ben, il s'agit ici d'un guide d'onde, en fait, ou un guide d'onde qui n'est pas, c'est pas infini, donc au fond, c'est une cavité, mais bon, qui permet, sur sa longueur, d'accélérer les particules. Oui, ces machines sont utilisées comme premier stade, encore une fois, dans à peu près dans plusieurs grands accélérateurs, mais c'est pour des électrons que c'est utilisé, pas pour des protons généralement. Donc, ça peut accélérer des électrons à 50 mégaélectronvolts. Alors, pour un électron, 50 mégaélectronvolts, c'est beaucoup, parce que sa masse est de 1,5 mégaélectronvolts. Donc, un électron à 50 mégaélectronvolts a une énergie 100 fois supérieure, enfin, 100 fois son énergie de masse. Donc, il est ultra relativiste déjà. Euh, En fait, l'avantage de ces accélérateurs linéaires, c'est qu'il y a peu de pertes radiatives. Un électron accéléré donc, va bien sûr rayonner les ondes électromagnétiques, mais selon qu'il est accéléré linéairement ou circulairement, les pertes sont très différentes. Les pertes sont très grandes lorsqu'il est accéléré circulairement, on va y revenir, mais elles sont petites lorsqu'il est accéléré euh, linéairement. Donc, le plus grand de ces accélérateurs linéaires qui a été fait était en opération à Stanford, donc près de San Francisco. C'était en opération dans les années 80 et 90 aussi, donc au centre de physique des particules qu'on appelle le SLAC, Stanford Linear Accelerator Center. On viendra là-dessus plus loin. Et il a pu accélérer des électrons jusqu'à 50 gigaélectronvolts. Alors, ça, c'est 1000 fois plus que ça. On avait dit que ça, c'était 100 fois l'énergie de masse. Ça, c'est 100 000 fois l'énergie de masse de l'électron. Donc, il est extrêmement relativiste. Donc, ici, on a une photo typique d'une cavité accélératrice. Vous remarquerez les petites corrugations ici qui ont un rôle important à jouer. On y reviendra. Et ça, c'est une section de l'accélérateur ou du pré-accélérateur linéaire, donc à Fermilab, donc près de Chicago. Encore une machine qui a été décommissionnée, mais qui a joué un rôle important il y a quelques décennies et qui peut amener, dans ce cas-ci, des ions hydrogène, et pas des électrons, jusqu'à 400 mégaélectronvolts. Alors, la cavité accélératrice, comment ça fonctionne? Quel est le principe de ce truc-là? Eh bien, dans un mode de cavité électromagnétique, un mode TM normalement, la vitesse de phase est supérieure à la vitesse de la lumière et la vitesse de groupe est inférieure à la vitesse de la lumière. Vous avez déjà vu probablement, si je peux vous rappeler un petit souvenir, dans une cavité électromagnétique qui ne possède pas ces corrugations, donc qui est lisse. Normalement, la fréquence en fonction du vecteur d'onde, donc la relation de dispersion ne serait pas à la droite qui est ici, qui correspondrait à une onde électromagnétique dans l'espace vide, mais correspond plutôt à quelque chose comme ceci. Donc, il y a une fréquence de coupure oméga C et la vitesse de phase qui est donnée par cette pente-là ici est plus grande que la vitesse de la lumière, mais la vitesse de groupe, elle, qui est la dérivée, est plus petite. Et c'est la vitesse de groupe, bien sûr, c'est la vitesse à laquelle l'information se propage. Par contre, si on voulait qu'une particule chargée fasse en quelque sorte du surf sur une onde électromagnétique, il faudrait que ce soit dans un mode TM, bien sûr, donc transverse magnétique, mais il y aurait une composante du champ électrique qui serait dans la direction de propagation, ce qui n'est pas le cas dans le vide, bien sûr. Eh bien, un électron pourrait donc être toujours poussé par un champ électrique qui a toujours le même signe, n'est-ce pas? Donc, il faut que l'électron se déplace en phase avec l'onde, sinon il serait soumis à un champ oscillant dans le temps et ça ne l'accélérerait pas. Donc, il fait en quelque sorte du surf sur l'onde électromagnétique. Bon, pour qu'il puisse faire ça, il faut que la vitesse de phase soit aussi inférieure à C. Hein? Parce que le maximum, la vitesse de phase détermine à quelle vitesse les petites oscillations se propagent.
La vitesse de groupe, c'est comme un paquet d'ondes qui se propage. Et la vitesse de phase, ce sont les maximums locaux de l'onde qui se propagent à cette vitesse. Donc, comment inventer ou comment construire une cavité qui a une vitesse de phase et une vitesse de groupe qui soit inférieure à la vitesse de la lumière pour qu'elle puisse porter des électrons? Bien, c'est ce monsieur-là qui a pensé à la chose. Les corrugations sont nécessaires. Ces corrugations, c'est comme si elles ralentissaient, en quelque sorte, la propagation de l'onde. On peut le voir intuitivement comme si l'onde électromagnétique se propageait comme ça en suivant les conducteurs. Donc, ça la ralentit dans la direction C. C'est extrêmement avec les mains, cette explication. On pourrait en faire une théorie un peu plus poussée cependant. Il s'agit d'une structure périodique. On pourrait résoudre les équations de Maxwell ou l'équation d'onde dans une structure périodique. Ça ressemblerait un peu à ce qu'on fait en physique du solide quand on a des cristaux et qu'on a le théorème de Bloch. Ben ça a été fait par un monsieur Brillouin, Léon Brillouin, dans les années 30. Il a fait ça premièrement dans les systèmes électromagnétiques et ensuite ça a été appliqué à la physique du solide. Donc, et on peut montrer que dans ce cas-là, la relation de dispersion n'est pas comme ça, pas du tout de même, elle est plutôt quelque chose qui ressemble à ceci, et non pas la courbe rouge qui est là, mais la courbe verte. Et donc, dans cette courbe verte, la vitesse de phase est plus petite que la vitesse de la lumière, ainsi que la vitesse de groupe. Et ça permet donc aux électrons de faire du surf sur l'onde électromagnétique et donc rapidement d'être accélérés. Ça marche bien quand les électrons ont déjà une vitesse considérable, bien sûr. S'ils partent de zéro, c'est un peu moins clair. Pour accélérer des particules qui sont initialement non relativistes, il faudrait, par exemple des protons, il faudrait plutôt penser à une cavité qui a des écrantages, un peu comme ce qu'on a vu ici, là, parce que ça c'est pour des protons, des écrantages de longueur variable. Donc tout est calculé pour que pendant un demi-cycle d'oscillation, le sens de l'accélération, le sens du champ électrique soit correct ici, et la particule accélère, elle accélère de plus en plus, et elle est écrantée lorsqu'elle passe vis-à-vis ces structures, donc elle ne sent pas le champ électrique qui a changé de signe lors de l'oscillation de l'onde. Elle arrive entre deux autres écrantages ici, elle est encore accélérée dans le bon sens, un peu plus loin encore aussi, mais la longueur de ces écrans augmente avec X pour correspondre à l'augmentation de la vitesse de la particule. Et éventuellement, la particule va suffisamment vite qu'elle s'approche de la vitesse de la lumière et donc les longueurs sont uniformes. Les pertes radiatives maintenant. Donc, lorsqu'une particule chargée est accélérée, eh bien, elle rayonne des ondes électromagnétiques, donc elle perd de l'énergie. Il faut toujours lui fournir de l'énergie en même temps, bien sûr, quand elle est accélérée, mais une partie de cette énergie qu'on lui donne est perdue de toute manière en rayonnement électromagnétique. Quelle est la formule? Eh bien, ça dépend si la vitesse est parallèle à l'accélération ou perpendiculaire. Quand la vitesse est parallèle à l'accélération, donc la puissance rayonnée, donnée par la formule de Larmor, et va comme gamma à la 6, et quand la vitesse est perpendiculaire, c'est comme gamma à la 4. Vous allez me dire, oui, ça c'est plus que ça. Oui, si on l'exprime en fonction de l'accélération. Et si on l'exprime en fonction de la force qui accélère la particule, ce n'est pas comme ça, c'est l'inverse. Donc, en réalité, lorsque la vitesse est parallèle à l'accélération, le rayonnement radiatif et le rayonnement dû à l'accélération de la particule est beaucoup plus faible pour une force donnée. On peut montrer, donc, dans ce cas-ci, que la puissance rayonnée divisée par l'énergie gagnée par la particule dans son accélération, ou la dérivée de cette énergie en fonction du temps, donc qui est ça, alors c'est pas la même chose. Hein. dE dt, c'est comme la puissance que la particule reçoit pour accélérer, en fait c'est l'augmentation de son énergie à elle. P, c'est la puissance qu'elle rayonne, parasitaire, donc on voudrait que ceci soit petit, normalement, pour minimiser le rayonnement. Eh bien, on peut montrer que dans la vitesse, dans le cas d'une vitesse parallèle à l'accélération, pardon, ça revient à ceci, en vertu de cette formule. Donc, R0, c'est le rayon classique de l'électron, c'est 10-14 mètres à peu près. MC carré, c'est la masse de l'électron, et j'ai le DEdx, qui est cette énergie perdue énergie gagnée, pardon,
par unité de longueur. Une façon d'exprimer la même chose, mais on voit bien que pour que cette quantité soit de l'ordre de 1, il faudrait que l'énergie gagnée par unité de longueur par l'électron soit du même ordre que son énergie de masse sur une longueur de 10,14 mètres, ce qui est énorme, c'est impossible, ça ne peut jamais arriver à ça. Ce qui fait qu'en réalité, ça, c'est beaucoup trop petit par rapport à l'inverse de cette quantité-là, ce qui fait que cette quantité est minuscule. Donc, on n'a jamais vraiment pu détecter ce rayonnement synchrotron, pas synchrotron, ce rayonnement causé par une accélération linéaire de l'électron. Au contraire, dans le cas d'une accélération perpendiculaire à la vitesse, donc dans une trajectoire circulaire, si on applique cette formule à une trajectoire à une vitesse c, ce qui est pratiquement le cas pour les électrons dans tous les accélérateurs, si on pense à des électrons de 50 gigaélectronvolts, ça c'est ce qu'il y avait dans le LEP. Le LEP, c'est cet accélérateur d'électrons qui existait dans le même tunnel que le LHC maintenant au CERN et qui était en fonction dans les années 80, fin 89 jusque dans les années à peu près 2000. D'accord? Donc pendant une dizaine d'années, cette machine a accéléré les électrons jusqu'à 50 gigaélectronvolts et même un peu plus. Et si on fait le calcul pour ça, on se rend compte que l'énergie perdue par tour, donc le LEP avait une circonférence d'à peu près 27 km, donc dans un tour donné, un électron de 50 GeV pouvait perdre 100 mégaélectronvolts. C'est énorme, en fait, puisqu'il fait beaucoup de tours par seconde, parce qu'il va à la vitesse de la lumière. Le rayon de, donc j'ai parlé ici d'un rayon de 6 km. Hein, donc les pertes radiatives causées par ce rayonnement qu'on appelle le rayonnement synchrotron, qui est le rayonnement lors d'une accélération circulaire, sont un facteur très décourageant pour la construction d'accélérateurs circulaires d'électrons. Maintenant, le LHC accélère des protons. Okay? Et donc, pour des protons, la masse est 2000 fois plus grande. Le gamma correspondant, c'est pas gamma, c'est comme, ça dépend de la masse, en fait, le rapport énergie sur masse. Eh bien, le gamma est beaucoup, beaucoup plus petit pour des protons. Donc, ça va comme à la 4e puissance de gamma. Donc, pour les protons, c'est négligeable. Il n'y a pas de rayonnement observé dans les mêmes circonstances. Le rayonnement synchrotron des protons, ça n'a jamais été vu, c'est trop faible. Le cyclotron, donc là, je retourne en 1930 à peu près, donc un autre accélérateur célèbre, donc c'est ce cyclotron qui a été inventé par Lawrence et qui profite du fait que lorsque une particule chargée est en orbite circulaire dans un champ magnétique, lorsqu'elle est non relativiste, bien, la fréquence de révolution est indépendante de l'énergie de la particule. Donc, c'est une fréquence fixe qui dépend uniquement de la masse de la particule, de sa charge et du champ magnétique. Donc, en se basant sur ce principe, on pourrait soumettre une particule chargée à un champ magnétique qui sort de l'écran ici et en même temps la soumettre à un potentiel alternatif qui sévit entre deux demi-électrodes qui sont là, deux demi-disques. Donc, dans les disques, il n'y aurait que le champ magnétique qui est ressenti, mais entre les deux disques, qui sont comme deux électrodes, il y aurait ce champ électrique oscillant qui serait dans la bonne direction pendant la moitié de la période pour accélérer les particules vers le haut et qui, une demi-période plus tard, change de signe et donc pourrait les accélérer vers le bas et ainsi de suite. Donc, c'est le principe du cyclotron qui repose sur cette constance ou indépendance de la fréquence cyclotron par rapport à la vitesse de la particule. Malheureusement, dès qu'on tombe dans un régime relativiste, ce n'est plus vrai que la fréquence de révolution est indépendante de la vitesse. Il y a une dilatation du temps qui vient jouer les troubles-fêtes et en fait, dans le design classique, ici, le maximum qu'on peut aller chercher pour des protons, c'est 23 mégaélectronvolts avec un gamma, un facteur relativiste gamma de 1,02. C'est pas énorme. Si on veut améliorer la formule, il faut prendre des électrodes qui ont une forme différente. Il faut les sectionner
comme les pétales d'une fleur, comme ça. Et on peut, donc, dans ces appareils qu'on appelle des cyclotrons isochrones, il y en a un à Triumph, hein, à Vancouver, en fait c'est les plus grands du monde, atteindre des énergies cinétiques de 500 mégaélectronvolts pour des ions H-, donc un gamma de 1,5. Ce n'est pas ultra relativiste, mais ça commence à être intéressant et ça a permis à ces machines de faire un bon bout de chemin. Et donc ici, vous avez une photo de l'assemblage du synchro-cyclotron de Triumph en 1972. Vous voyez les différentes lames ici qui donc sont les écrantages entre les zones où il y a un champ électrique. Donc ça vous donne une idée aussi de la taille de l'accélérateur. Incidemment, ces pièces métalliques ont été fabriquées au chantier naval de la Davie à Lauson et transportées jusqu'à Vancouver via le canal de Panama. Voilà. Anecdote. Les synchrotrons maintenant. Donc, quand on veut vraiment aller à des énergies plus élevées, il faut concevoir un accélérateur qui n'est pas fait d'un seul bloc, qui est fait d'éléments, de composantes discrètes qui sont assemblées et mises bout à bout, et c'est ce que c'est qu'un synchrotron. Un synchrotron comporte 3 types d'éléments. Il y a des aimants dipolaires, donc, qui, eux, visent à dévier le faisceau des particules chargées, donc ils vont produire des trajectoires circulaires. Il y a des aimants quadripolaires, ça c'est un peu nouveau, qui vont focaliser le faisceau. Donc, quand on envoie un faisceau de particules chargées dans une direction grâce à un accélérateur, les particules se repoussent les unes les autres, elles sont chargées, donc elles ont tendance à former un faisceau qui, initialement étroit, va progressivement s'élargir, ce qui n'est pas très bon, à moins d'avoir une immense cible, mais le but éventuel, c'est de faire des collisionneurs, c'est-à-dire de faire rentrer un faisceau dans un autre faisceau. Il faut que ce soit extrêmement petit pour avoir une probabilité de collision respectable. Donc, il faut focaliser les faisceaux. Et donc, on a besoin de ces aimants quadripolaires qui servent en quelque sorte de lentilles. Ce sont des lentilles magnétiques. Enfin, plus important, bien sûr, on a besoin de cavités électromagnétiques, comme celles que j'ai décrites auparavant, pour accélérer linéairement les particules. Donc, dans un synchrotron, la grandeur du champ B et la fréquence des cavités va être ajustée en fonction de la vitesse des particules. Donc, un synchrotron va fonctionner dans un certain régime d'énergie. Il va prendre des particules d'une certaine énergie, les amener à une autre énergie, et donc on peut les avoir en stade, si on veut. Aujourd'hui, on se sert aussi des synchrotrons pour produire du rayonnement. Donc, les rayons X qui proviennent du rayonnement synchrotron, qu'on a décrit tout à l'heure, sont un bénéfice pour les gens qui ont besoin de rayons X pour étudier soit les matériaux ou autre chose. Donc, parce que l'intensité est élevée et que ces rayons, en plus, sont polarisés dans le plan de l'accélérateur. Et donc, on construit des machines uniquement pour bénéficier du rayonnement synchrotron. Celui-ci est à Paris, c'est la source Soleil. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, il y en a une au Canada. C'est la source de lumière canadienne, CLS, donc en Saskatchewan. Et donc, cette focalisation magnétique, comment ça marche? Normalement, on aurait besoin de quadrupoles magnétiques. Donc, ici, on a un quadrupôle magnétique, 2 pôles nord, 2 pôles sud. Les lignes de champ magnétique sont comme illustrées ici. Si une particule suit une droite qui passe exactement au milieu de cet objet-là, elle n'est pas déviée du tout, parce qu'au centre, le champ magnétique est nul. On peut montrer que si elle dévie, disons, horizontalement, dans ce cas-ci, elle serait ramenée vers le centre en raison de la direction du champ magnétique ici. Mais si elle dévie verticalement, malheureusement, elle serait déviée vers l'extérieur. Donc, ce n'est pas vraiment une lentille en soi. Ça focalise dans une direction, mais ça défocalise dans l'autre direction. Cependant, on peut les combiner. Donc, ici, on a comme 2 quadrupôles dont l'un est en rotation de 90 degrés par rapport à l'autre. Donc, ici, on a un pôle nord, ici, on a un pôle sud. Et donc, c'est comme avoir 2 lentilles
une lentille convergente, une lentille divergente, si on se pense à une direction de déviation, et on peut avoir un effet convergent net avec une lentille convergente et une lentille divergente. Donc, dans ce cas-ci, on a un effet de focalisation nette dans les deux directions. C'est possible. En pratique, ça ressemble à ça. OK, maintenant, les collisionneurs. Jusque dans les années 70, les expériences de haute énergie étaient des expériences à cible fixe. Donc, un faisceau de particules accélérées, par exemple dans un synchrotron primitif ou un accélérateur linéaire, une cible fixe, et donc la collision se produit dans ce qu'on appelle le repère du laboratoire. Le désavantage de ça, c'est que l'énergie disponible pour créer de nouvelles particules, ce que j'appelle W, croît comme la racine carrée de l'énergie du faisceau. Okay, on peut montrer ça facilement. Petit problème qu'on va faire ou qu'on a déjà fait selon le temps, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Donc, quand on a cible fixe, particule de haute énergie, si on calcule la masse invariante de ces deux objets, l'objet fixe, l'objet qui se déplace, eh bien, malheureusement, ça va croître comme la racine carrée de E, l'énergie du faisceau. Par contre, si on prend deux faisceaux identiques, en fait, du moins, si on s'assure que le référentiel considéré ou du détecteur est celui du centre de masse ou du centre d'impulsion des deux particules, à ce moment-là, toute l'énergie des particules est disponible pour créer de nouvelles particules. Donc, c'est beaucoup plus efficace. D'accord? Évidemment, on savait ça depuis longtemps. Le problème est technique, c'est-à-dire qu'il faut focaliser les faisceaux suffisamment pour qu'ils puissent se rencontrer dans un espace extrêmement petit et donc augmenter la probabilité de collision, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, quand on a une cible fixe, ce n'est pas grave parce que la cible est là, et donc on peut mettre un tas de particules dedans, ce n'est pas un problème. Voilà, donc ça a été réalisé, les progrès ont été faits dans les années 70, donc les premiers collisionneurs ont vu le jour à ce moment-là. On est rendu maintenant au détecteur de particules. Comment détectons une particule? La particule doit perdre de l'énergie dans le détecteur. Elle doit céder son énergie ou une partie de son énergie au matériau qui forme le détecteur. Et c'est cette énergie perdue qui est transformée dans le détecteur en un signal, par exemple un signal électrique. Donc, les premiers détecteurs de particules, dès 1910, c'était ces fameux compteurs, ce qu'on appelle les compteurs Geiger en français, ou les compteurs Geiger, si on prononce correctement à l'allemande le nom de son inventeur. C'était ce postdoc de Rutherford. Donc, l'idée, là, c'était de mesurer ou de considérer la perte d'énergie des particules chargées, souvent des particules ou des noyaux instables, des particules assez lourdes. Pour décrire tout ça, Hans Bethe a mis au point cette formule semi-empirique, disons, qui nous donne la perte d'énergie d'un faisceau ou d'une particule par unité de longueur. Donc, X représente la direction de la particule à l'intérieur du matériau et c'est fonction de la vitesse bêta, ici, de la particule. Et ça dépend bien sûr de la charge de la particule en unité de E, donc le petit z, la densité d'électrons dans la cible, parce qu'ici on parle de perte causée par l'ionisation des atomes du matériau finalement. Donc les particules chargées arrivent et vont simplement éjecter des électrons. Donc c'est un mécanisme important de perte d'énergie pour ces particules plus lourdes. Pas pour les électrons, mais pour les protons par exemple, ce serait important. En fonction de l'énergie de la particule, quand on regarde le DE/dx dans l'aluminium pour les protons, on obtient cette courbe. Donc, c'est ce qu'on appelle ici ce Electronic Stopping Power, si je peux me permettre. Donc, c'est la puissance d'arrêt, si on veut, qui est en méga-électronvolts par millimètre. Ça diminue avec l'énergie, bien sûr. Plus une particule est énergétique, en fait, moins elle perd d'énergie par unité de distance. Ça, c'est une constante. Okay?
Les rayons gamma. Bon, ça c'est un autre graphique qui nous permet de constater comment les rayons gamma sont stoppés euh, dans les matériaux. Il y a encore une fois plusieurs mécanismes. C'est des photons, donc ils peuvent causer un effet photoélectrique, ils peuvent ioniser un atome, éjecter un électron. Vous avez peut-être vu en électromagnétisme ce qu'on appelle la diffusion Thomson, okay? Donc la diffusion de la lumière par des électrons. Eh bien, il y a un fait important là-dedans, c'est que ça, c'est une diffusion par des électrons libres. Un photon ne peut pas être absorbé par un électron libre qui, lui, va simplement absorber son énergie et sa quantité de mouvement. C'est cinématiquement impossible. Pourquoi? Ben, si on s'imagine qu'on regarde le phénomène, donc le phénomène présumé, ce serait un électron qui absorbe un photon et qui maintenant augmente son énergie. Bien, si on se place dans le référentiel du centre de masse de ce processus, on voit un photon d'un côté, un électron de l'autre, d'accord? Les deux ont une énergie, enfin, l'électron a déjà une énergie supérieure à son énergie de masse puisqu'il se déplace. Et si l'électron absorbe le photon et qu'on est dans le référentiel du centre de masse, l'électron, après l'interaction, a une quantité de mouvement nulle, par conservation de la quantité de mouvement. On est dans le repère du centre de masse. C'est donc, puisque sa quantité de mouvement est nulle, il est au repos, son énergie est son énergie de masse, qui est plus petite que l'énergie qu'il avait auparavant. En fait, plus petite que l'énergie initiale des deux réactants ensemble. Donc, ça ne conserve pas l'énergie ni la quantité de mouvement, ce processus. C'est impossible. Donc, un électron doit être lié à la matière, donc dans un atome, pour pouvoir absorber un photon. Ensuite, il est éjecté, présumément, donc c'est l'effet photoélectrique, mais c'est le noyau de l'atome qui prend la quantité de mouvement, donc qui s'assure que les deux puissent être conservés, énergie et quantité de mouvement. Et donc, plus l'énergie du rayon gamma est élevée, plus elle est grande, plus du point de vue de ce rayon gamma, l'électron est libre, parce que son énergie de liaison avec l'atome est négligeable en rapport avec sa propre énergie. Donc, l'effet photoélectrique a donc une probabilité qui diminue beaucoup en fonction de l'énergie du photon. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que cet effet photoélectrique, il diminue comme ça. C'est une échelle logarithmique dans l'énergie du rayon gamma et une échelle logarithmique ici dans le coefficient d'absorption, ce qui est l'inverse de la longueur de pénétration qu'on a déjà décrite. Donc, l'effet photoélectrique, ça fonctionne à basse énergie pour les rayons gamma. Autre contribution, l'effet Compton. L'effet Compton, bien sûr, c'est cette diffusion dont le photon n'est pas absorbé, il est diffusé. Donc, c'est un processus de deux particules donne deux particules, donc ça va. C'est relativement constant, quoique ça diminue aux hautes énergies aussi. Et il y a ce dernier processus qui intervient à la création de paires. Donc, on peut, à partir d'un photon, créer une paire électron-positron. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui se produit nécessairement quand il y a un matériau qui peut absorber la quantité de mouvement, parce que tout seul, un photon ne peut pas créer une paire d'électrons-positrons. C'est impossible, encore une fois, pour les mêmes raisons. Ça ne peut pas conserver à la fois la quantité de mouvement et l'énergie. On peut s'en convaincre en contemplant l'électron et le positron qui sont créés de la sorte. Si on se place dans le repère du centre de masse, enfin du centre d'impulsion, où la quantité de mouvement est nulle, on aurait un photon qui a une quantité de mouvement nulle au préalable, ce qui est impossible. Enfin, ce serait un photon d'énergie nulle. D'accord. Mais ce processus de création de paires est de plus en plus important. OK, donc sur cette perte d'énergie des particules chargées ou des photons se construisent les détecteurs de particules. J'ai mentionné que le premier détecteur de particules qui mérite ce nom, c'était le compteur Geiger-Müller, qui était basé sur un fil dans une cavité avec un gaz. La particule chargée ionise le gaz. Il y a une tension entre le cylindre et le fil à l'intérieur et ça crée donc ce champ électrique qui va accélérer les particules ionisées qui sont le résultat de cette ionisation. Elles vont accélérer et faire une avalanche donc, et déclencher donc un court-circuit, une avalanche courte.
une décharge qui va envoyer un signal électrique et qui envoie ce clic caractéristique donc, du compteur Geiger. On a raffiné ce modèle-là dans des détecteurs sophistiqués qui comptent beaucoup de fils. En particulier, donc, dans les années 70, il y a M. Georges Charpak qui a eu le prix Nobel pour ça en début des années 90 et qui a pensé à ces chambres à dérive où il y a beaucoup de fils qui guident un champ électrique. Il y a des fils là-dedans qui sont porteurs de tension, d'autres qui ne font que guider le champ électrique. Et ce ne sont pas des endroits où se produisent des avalanches. Non, il n'y a que quelques particules ionisées qui vont, sans causer d'autres ionisations, vont se promener dans cette chambre. Et on appelle ça une chambre à dérive parce qu'elles dérivent lentement ces particules ionisées et elles finissent par aboutir sur une électrode. Elles sont absorbées, mesurées, produisent un signal électrique, mais le temps de dérive nous donne une indication de la distance qu'elles ont parcourue et donc de la position à laquelle elles ont été créées, donc de la position de la particule chargée qui les a créées. Donc on peut, avec ces chambres à dérive, inférer non seulement le fait que la particule chargée soit passée, mais sa position. Okay, donc c'est ça qui est important. On veut reconstruire ici les trajectoires des particules qui sont émises lors des collisions. Et donc pour reconstruire ces trajectoires, pour connaître leur quantité de mouvement, leur énergie, il faut connaître leur position. Il faut donc pouvoir les plonger, disons, dans un champ magnétique qui va leur donner une trajectoire courbe. Bref, c'est important de connaître leur position et de reconstruire la trajectoire. On peut aussi détecter des particules par dépôt d'énergie. Donc ça, c'est un scintillateur. Ça, c'est bon surtout pour des particules chargées toujours, bien sûr, mais les scintillateurs, bon, ça, c'est une ancienne technique, d'accord? Donc, il y a des nouveaux détecteurs maintenant qui sont basés sur l'état solide. Mais un scintillateur, j'en parle parce que ça peut toujours servir. Peut-être que vous en avez dans vos TP. Une particule chargée va rentrer dans un cristal. Elle va interagir avec les atomes du cristal. Ça va émettre des photons. Les photons vont être collectés dans ce qu'on appelle un photomultiplicateur. Ce photomultiplicateur est basé sur l'effet photoélectrique. Les photons vont arriver ici. Ils vont éjecter des électrons par effet photoélectrique qui vont être attirés par une électrode ici. Il va y avoir une série d'électrodes ici qui vont essentiellement multiplier le nombre d'électrons jusqu'à ce qu'ils soient macroscopiques, mesurables dans un signal électrique. Et ce signal électrique va avoir une R qui va être essentiellement proportionnelle à l'énergie qui a été déposée, donc au nombre de photons qui ont été émis pendant le passage de la particule chargée dans le cristal. Autre type de détecteur qui a fait son temps, bien sûr, la chambre à bulles. Donc, ça, c'est une énorme chambre à bulles, la plus grande qui a été faite. Elle s'appelait Gargamel, d'après la mère de Gargantua, si vous avez lu Rabelais. C'était au CERN, et en 1973, ce détecteur a joué un rôle important dans ce qu'on appelle la découverte des courants neutres, dont une confirmation du modèle standard des particules élémentaires. Donc, le principe ici, c'est que des particules vont provoquer l'ébullition locale d'un liquide qui est surchauffé. Donc, on met un liquide surchauffé, on diminue la pression, ce liquide voudrait passer à l'état gazeux, donc émettre des bulles. C'est un état métastable. Le fait de passer au travers une particule qui dépose de l'énergie localement va créer des bulles. Donc, ces bulles, on les photographie. Une vraie plaque photographique, là, comme il y a longtemps. Et le cycle de cet appareil, c'est de 1 seconde. Donc, à chaque seconde, on peut faire une mesure. Alors que dans les détecteurs modernes, c'est des centaines de millions d'événements par seconde. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est une photo célèbre qui représente justement une photo prise dans une chambre à bulles d'un événement important. Alors, il y a beaucoup de parasites là-dedans, mais si on fait le ménage de la photo, on peut reconstruire les trajectoires qui sont ici. Dans cet événement précis, un neutrino, que j'ai indiqué en rouge ici, il n'est pas visible, bien sûr, puisqu'il est neutre, a interagi premièrement avec un proton à cet endroit-ci. Et ça a donné un muon négatif, d'autres particules très instables qui se désintègrent spatialement de manière au même endroit, essentiellement,
Donc, ça donnait un muon négatif, un pion positif, un pion positif. Encore une fois, okay, donc on voit ici, et un kaon, donc une particule qui se désintègre un peu plus lentement, mais qui est négative. Donc, on voit le kaon ici qui sort. Et ce kaon, un peu plus loin, a aussi rencontré un proton dans le milieu et a donné une autre particule qu'on appelle le sigma-, donc, qui ne vit pas très longtemps, mais qui peut, donc, qui a aussi donné un pion plus, et ça a donné un neutron. Le sigma- a donné un neutron et un pion négatif, comme ça. Le neutron, on ne le voit pas, bien sûr, mais il finit par entrer en collision avec un proton. Alors là, on peut voir quelque chose. Donc ça, c'est typique de ces détecteurs qui sont très intéressants. C'est surtout intéressant pour détecter des événements individuels, difficiles d'avoir des statistiques. Et ça, c'est très intensif en main-d'œuvre. Maintenant, on a des détecteurs à état solide. Donc, historiquement, les fameuses lampes qu'on utilisait en électronique pour amplifier les signaux jusque dans les années 50 et qui avaient été inventées au début du 20e siècle, ont été remplacées par des transistors. Donc, au lieu d'avoir un gaz de molécules qui fait un certain travail, on avait un gaz d'électrons à une échelle beaucoup plus petite et à une échelle de temps beaucoup plus petite, donc beaucoup plus rapide et réactif. Eh bien, les fameuses chambres à fil qu'on a vues tout à l'heure, les chambres à dérive, etc., dans un gaz, sont remplacées maintenant par des détecteurs à état solide. C'est les électrons maintenant qui jouent le rôle des molécules de gaz. Donc, les électrons sont dans leurs états de semi-conducteurs. La particule passe au travers. Il va se créer des paires électrons-trous. Et ces paires électrons-trous vont dériver là-dedans sous l'influence d'un champ électrique qui est appliqué. Il y a des électrodes ici. Et donc, on peut, à ce moment-là, c'est le même principe, donc, lire les courants qui affluent vers les électrodes, les lire en fonction de la position. Et ces éléments-là sont tellement petits qu'on peut les faire en série, comme sur un circuit comme celui-ci. C'est très ancien, ça date de 25 ans. Mais encore une fois, on voit l'échelle ici. L'échelle permet une résolution qui est de l'ordre de quelques millimètres. C'est beaucoup plus petit que la taille des photomultiplicateurs qu'on avait avant aussi dans les détecteurs de surface. On parle aussi aujourd'hui de calorimètres. Donc, les calorimètres servent à mesurer essentiellement l'énergie des particules, pas tellement leur trajectoire. Donc, on ne reconstruit pas très bien les trajectoires avec ça, mais c'est surtout l'énergie. Donc, le principe, c'est que les particules déposent leur énergie dans un matériau composite assez bien et il y a des couches d'absorption qui vont générer des particules secondaires et des couches de mesure qui vont mesurer cette énergie déposée. Donc, typiquement, ces calorimètres sont faits. On voit un exemple ici. Donc, il y a de l'acier, il y a du plomb, il y a de l'argon liquide. Donc, il y a ces deux types de chambres. Donc, dans les grands détecteurs actuels, il y a toujours les calorimètres qui sont situés à l'extérieur des chambres, l'équivalent des chambres à dérive où on mesure les trajectoires, ce qu'on appelle des trajectographes. On a des trajectographes au milieu et autour, on a des calorimètres. On va terminer avec les laboratoires. Donc, c'est-à-dire les grands centres. Donc, beaucoup de ces centres n'existent plus, c'est-à-dire sont passés en fin de vie, mais historiquement, c'est important. Donc, je vais parler de centres qui ont changé de vocation, disons, et à la fin, on va parler du CERN, qui est toujours en fonction, qui est le grand centre actuel. Donc, le RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider, c'est situé sur Long Island, donc vous avez la ville de New York ici, et ici, donc vous avez Brookhaven, qui est un célèbre laboratoire de physique nucléaire et de haute énergie sur Long Island. C'est maintenant le seul collisionneur de particules en fonction aux États-Unis. Et il sert à accélérer, non pas à faire de très hautes énergies, mais il sert à accélérer des noyaux dans le but d'étudier la physique de la matière nucléaire à très haute densité. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un Heavy Ion Collider. Et il veut donc, le but, c'est de créer cette espèce d'état de la matière qu'on appelle le plasma de quarks et de gluons, dans lequel la matière nucléaire, protons et neutrons, etc., s'échauffe tellement qu'on ne parle plus de protons et de neutrons individuels, mais on a une espèce de soupe de quarks et de gluons indifférenciés.
Donc, c'est ça le plasma de quarks gluons. On y reviendra un peu plus loin dans le cours. Ça, c'est le plan général du RHIC. Donc, c'est pour indiquer qu'on a ici plusieurs stades d'accélération. On a le tandem, donc le Van de Graaff ici, qui va envoyer des particules jusqu'à un LINAC, un booster, donc un accélérateur ici. Okay? Il y a un LINAC ici qui fait la même chose, mais en fait, le booster ici va prendre ce qui vient du Van de Graaff ou du LINAC, et va les envoyer dans un synchrotron, qui était la machine principale de ce centre jusqu'à une certaine date. C'est d'ailleurs pour ça que tous les bâtiments sont autour. Et en mettant cette machine à jour, on a construit ce collisionneur qui est un peu à l'extérieur et qui va prendre des particules dans les deux directions. Et ces noyaux lourds et les accélérer et les collisionner à certains endroits qui comportent des détecteurs. Donc, ça, c'est des photos des éléments. Donc, là, dans le tunnel, il y a des éléments. Ici, ça, c'est le beam pipe. Donc, c'est le faisceau est dans ce tuyau-là. Il y a des aimants qui servent, donc, qui sont dans le synchrotron. Donc, et les cavités qui ont cette gueule. Ce ne sont pas très jolies sur cette photo qui est à basse résolution. On en verra de plus jolies tout à l'heure. Un mot sur le SLAC, donc Stanford Linear Accelerator Center. Bon, ça a été en opération assez longtemps, donc dans les années 70, c'était déjà en opération, mais en tant qu'expérience à cible fixe. Donc, on avait un accélérateur linéaire qui envoyait des électrons sur une cible fixe. Dans les années 80, ils ont fait quelque chose d'assez bizarre. Ils ont transformé leur accélérateur linéaire en collisionneur, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'accélérateur linéaire et à un certain endroit, ils ont fait une fourche dans laquelle les positrons pouvaient aller d'un côté et les électrons de l'autre. Et donc, ils accéléraient des positrons contre des électrons. Et à certains endroits, qu'on appelle des points d'interaction, comme ici ou là, il y avait des détecteurs et ces deux faisceaux entraient en collision. Ils étaient normalement séparés, bien sûr, spatialement, mais à certains endroits, ils étaient focalisés pour arriver au même endroit. Et c'est là que les collisions se produisent et c'est là que les détecteurs sont situés. Le problème avec cette machine, c'est que ce n'est pas un anneau de stockage très efficace. Autrement dit, un accélérateur linéaire, ça marche une fois, n'est-ce pas? On envoie un paquet, après ça, on doit envoyer un autre paquet, ainsi de suite. Et tout ce qui n'a pas été collisionné dans le paquet est perdu. Alors que si on avait un accélérateur circulaire, le paquet reste en fonction, même si la plupart des particules du paquet n'ont pas collisionné, elles ont encore une chance et beaucoup d'autres chances au tour suivant. Donc, la luminosité, le nombre de collisions qu'on peut produire par unité de temps, est malheureusement relativement faible dans une machine comme celle-là. Donc, elle a fini par être décommissionnée en 1998. On pense cependant, alors l'avantage de cet accélérateur linéaire, on l'a dit, c'est qu'il ne produit pas beaucoup de rayonnement synchrotron. Alors, bien sûr, le fait de le transformer en collisionneur après comme ça renverse le problème. Là, on a beaucoup de rayonnement synchrotron, donc c'est un peu curieux comme design. On pense à l'avenir, et ça c'est un projet qui n'est pas encore en fonction, faire un immense accélérateur collisionneur linéaire. On aurait deux accélérateurs linéaires de protons et d'électrons et de positrons, donc électrons et anti-électrons, qui pourraient se collisionner au milieu. Donc, l'avantage de ça, pourquoi pense-t-on à des électrons? Premièrement, parce que l'électron est une particule ponctuelle. Le LHC actuel collisionne des protons. Les protons sont des particules composées de quarks. Il y a des gluons là-dedans. C'est sale, en quelque sorte. Donc, c'est un peu compliqué d'aller chercher la physique de particules ponctuelles quand il y a tout ce bagage autour. Et alors qu'avec des particules ponctuelles, l'énergie des particules ponctuelles est entièrement disponible dans ce collisionneur pour créer de nouvelles particules. Et elle est bien définie. Alors que dans un proton, quelle est l'énergie portée par un quark? C'est une fraction de l'énergie du proton, mais laquelle? Ça peut varier, ça dépend de la fonction d'onde des quarks dans le proton, qui n'est pas bien connue, mais il y a une variance là-dedans. Alors qu'ici, tout est clair et net. Il y a un problème de luminosité, bien sûr, il faudrait constamment envoyer des trucs comme ça, donc il y aurait le même problème de faible luminosité, mais l'énergie pourrait être très élevée parce que c'est linéaire, donc pas de perte radiative, et on aurait des particules ponctuelles qui collisionnent. Bon, alors vous pouvez aller voir cet article si vous voulez ici. On pense le faire au Japon, mais enfin, ce n'est pas encore tout à fait prouvé ce truc-là. Fermilab, c'était proche de Chicago.
Donc, il y avait l'édifice principal ici et il y avait plusieurs accélérateurs qui, historiquement, se sont développés là-dedans. Donc, le principal, ce qu'on appelle le Tevatron, parce qu'il pouvait accélérer les protons jusqu'à 1 téraélectronvolt, a été en fonction de 1992 à 2011. Ici, j'illustre les stades d'accélération. Donc, ça commence par un Cockcroft-Walton qui amène des protons à presque 1 mégaélectronvolt, très peu pour des protons. Ensuite, c'est envoyé dans un LINAC, donc un accélérateur linéaire, comme on l'a vu, c'est la même photo que tout à l'heure, ça les envoie à 400 mégaélectronvolts. Ensuite, dans un préaccélérateur, un booster, qui envoie les protons à 8 gigaélectronvolts, donc 8 fois leur énergie de masse. Ensuite, dans un injecteur à 150 gigaélectronvolts. Et enfin, dans le fameux Tevatron à 1 téraélectronvolt. Alors, on voit ici, ce sont tous des trucs circulaires. Ici, le rayon de courbure est petit, il est plus grand ici. Et là, il est très grand. Mais cet accélérateur, ce Tevatron, et son plus grand succès, c'est la découverte du quark top en 1995. Avec un si grand laboratoire et si célèbre, eh bien, et qui est déclassé par le CERN maintenant, par le LHC, il faut trouver une autre vocation. Alors, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est de la production de neutrinos. Les neutrinos seraient produits à Fermilab et ils se propageraient sous la Terre. Donc, il y aurait ici une espèce d'endroit où on peut produire les neutrinos. Ils se propageraient en ligne droite sous la Terre et seraient détectés au fond d'une mine dans le Dakota du Sud, donc à 1300 km de Chicago. Toutes les expériences de neutrinos ont lieu sous terre pour protéger les détecteurs des parasites qui viennent des rayons cosmiques. Donc, il y a déjà des expériences de neutrinos ailleurs, même le CERN en fait, et ils sont détectés en Italie, donc ça, c'est pas une première, mais ici, ce serait donc plus intense, plus précis, ainsi de suite, bien sûr, et ce serait en opération en 2027. Il y a un observatoire de neutrinos au Canada, c'est le SNO. Donc, cet observatoire de neutrinos a été en fonction de 1999 à 2006. Il reposait sur un détecteur qui comportait un immense ballon rempli d'eau lourde, de D2O. L'eau lourde était fournie par Énergie atomique du Canada. Il y en avait 1000 tonnes. Okay. Et c'est situé à peu près 2 km de profondeur dans une mine, encore en opération d'ailleurs, Inco, une mine de nickel à Sudbury, en Ontario. Aujourd'hui, donc cet observatoire a permis de confirmer les oscillations de neutrinos, donc c'est de la physique très importante. Il y a eu un prix Nobel qui a été donné pour ça d'ailleurs à Art McDonald de l'Université Queen's. Maintenant, ce laboratoire s'est converti dans ce qu'on appelle le SNO Lab. Et il y a plusieurs expériences qui ont cours dans le laboratoire et elles servent essentiellement à, encore une fois, c'est de la détection de neutrinos, c'est pour ça qu'on fait ça sous terre, mais ceux-là proviendraient non pas nécessairement du Soleil, mais possiblement de supernovas. Et on pourrait peut-être aussi détecter, non pas des neutrinos, mais de la matière sombre hypothétique, donc on n'a jamais détecté nulle part. Remarquez une chose, alors, le flux de muons, donc il y a toujours des muons qui nous tombent dessus, ne soyez pas surpris, ça vient des rayons cosmiques. Les protons des rayons cosmiques collisionnent avec des noyaux des molécules de l'atmosphère, ça produit des pions. Les pions se désintègrent rapidement et les muons font partie des produits de désintégration des pions. C'est le produit principal, donc ces muons nous tombent dessus constamment. Normalement, en surface, le flux de muons est de 1,5 par 10 à la 6 par mètre carré par jour. Donc, 1,5 million par mètre carré par jour. Alors que là, c'est 0,2. Donc, c'est 1 million de fois plus faible. 10 millions de fois plus faible. OK, on arrive au CERN. Le CERN, c'est le principal accélérateur, le principal centre de physique subatomique de nos jours. C'est situé proche de Genève, donc vous avez ici le lac Léman. La ville de Genève est ici. Ici, on est en Suisse, ici, on est en France. Et le tunnel qui contient le LHC passe la frontière franco-suisse. Les faisceaux, donc, passent à la douane comme ça plusieurs fois par jour. C'est souterrain, bien sûr, donc vous avez une vue satellite ici. Vous avez l'aéroport de Genève.
C'est un ancien centre, mais il a connu des développements constants. Donc ici, j'ai un schéma, ce n'est pas à l'échelle, c'est un schéma des différents stades d'accélération. Donc il y a toujours des sources, hein, des LINAC, donc des accélérateurs linéaires. Il y a des accélérateurs d'ions et de protons. Donc vous avez ici les ions en bleu, les protons en orange, les antiprotons qu'on a parfois il y a un certain temps accéléré là-dedans pour des expériences des années 80, on y reviendra. Donc, il y a un stade ici d'accélération, c'est injecté dans le PS, qui est le proton-synchrotron, donc, n'est-ce pas? Et ça s'en va ici dans le SPS, vous aurez deviné qu'il s'agit du super proton-synchrotron. Et tout ça est injecté dans le LHC, qui, lui, a 27 km de circonférence. C'est assez extraordinaire. Vous avez ici un schéma semblable. On y indique en plus certaines expériences où on peut produire des neutrinos, comme ce que j'ai indiqué tout à l'heure, et qui vont être, eux, détectés dans un observatoire ou un détecteur au Gran Sasso, en Italie, 730 km plus loin, l'autre côté des Alpes. Donc, le LHC, qui est ici, comporte un certain nombre d'expériences, donc des détecteurs qui sont situés à certains endroits. Donc, vous avez le CMS, le grand détecteur CMS, le détecteur Atlas, le plus grand encore, et des détecteurs secondaires ici, Alice, LHC-B. Ça, c'est une photo d'une portion du tunnel. Vous avez ici essentiellement le tuyau principal avec des aimants. On voit la courbure quand même si c'est 27 km de circonférence, on voit quand même la courbure. Ça, c'est le détecteur CMS lors de son assemblée, donc c'est assez gros, comme vous pouvez voir. Tous ces détecteurs ont une forme de boîte de conserve, ce sont des cylindres avec un axe au milieu, qui est l'axe des deux faisceaux. Ici, vous avez un schéma des aimants dipolaires, donc les composantes du synchrotron, n'est-ce pas? Ce sont des dipôles qui sont refroidis à l'hélium liquide avec des aimants supraconducteurs. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que le LHC est un collisionneur de protons. Pas proton-antiproton, mais proton-proton. C'est-à-dire qu'il y a deux faisceaux de protons qui vont en sens opposé. Alors, pour dévier des faisceaux de protons qui ont tous les deux des charges positives dans des directions opposées, parce qu'ils sont dans ils ont des directions opposées, il faut donc les dévier sur le même cercle, ça prend des champs magnétiques alternés. Ça prend un champ magnétique dans un certain sens pour un faisceau et dans l'autre sens pour l'autre faisceau. Donc, ces espèces de bidules ici vont produire un champ électrique variable, pas variable, dans l'espace, avec des lignes de champ qui ressemblent à peu près à ça. C'est-à-dire qu'il y a deux tuyaux, c'est une coupe, avec des faisceaux qui vont dans des sens contraires, et les champs magnétiques sont dans des sens contraires le long des deux faisceaux. Il y a aussi des cavités accélératrices. Elles sont aussi supraconductrices. Elles sont opérées à la température de l'hélium liquide. Ça, c'en est une. Même principe qu'on a décrit avant. Alors, voici les stats. Dans un faisceau de protons du LHC, il y a un certain nombre de paquets de protons. Il y en a 2808. Chaque paquet comporte à peu près 10 à la 11 protons. Ça a quelques centimètres de long. 16 microns de large au point de collision. Donc, la focalisation a réduit ce paquet à 16 microns au point de collision. Donc, il faut aligner ces deux faisceaux qui vont se rentrer dedans pour que les faisceaux de 16 microns de large se rentrent dedans. Donc, c'est quand même extraordinaire comme précision. L'énergie du faisceau est de 362 mégajoules. Pour donner une image, c'est comme l'énergie cinétique d'un TGV, un train à grande vitesse, qui roule à 150 km/h. C'est macroscopique ici, alors qu'ici on parle de particules subatomiques. Donc, quelques chiffres. La circonférence, donc j'ai dit 27 km, en fait c'est 26 km et demi à peu près, 26 659 mètres. Il est opéré à 1,9 degrés Kelvin, donc sous hélium liquide. Le nombre d'aimants, il y en a beaucoup, 9500 aimants, mais là-dedans, il y a 1232 dipôles, ces immenses dipôles qu'on a vus, il y en a 1232. 392 quadrupôles, qui sont les lentilles magnétiques. 8 cavités accélératrices seulement par faisceau. L'énergie des protons, nominalement, serait de 7 téraélectronvolts. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé à la moitié de ça, et là, c'est maintenant 7 téra, et ils veulent aller plus loin. 7 téraélectronvolts, donc c'est combien de fois la masse du proton? Eh bien, proton, c'est 1 giga, téra, c'est 1000 gigas, donc c'est 7000 fois la masse du proton. Donc, les protons sont
ultra-relativistes, bien sûr. On accélère aussi des ions là-dedans, des ions de plomb complètement ionisés. D'accord? On enlève tous les électrons et on envoie ces ions, on les accélère dans le même appareil. Et l'énergie cinétique dans ce cas-là n'est pas aussi grande par nucléon, c'est-à-dire par proton, mais parce qu'il y a des protons et des neutrons, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas accélérer les neutrons, ils viennent comme des passagers clandestins, si on veut. Ils sont liés aux protons dans le noyau. Donc par nucléon, l'énergie cinétique est donc un petit peu plus faible, 2,76 T1. Le champ magnétique qu'on applique dans les dipôles, c'est 8 Tesla. C'est ce champ magnétique qui limite un peu la taille de la machine et l'énergie des particules. En fait. Donc, si on peut le renforcer, on pourrait les accélérer encore plus vite. La distance entre les paquets, 7 mètres. La luminosité maintenant, cette fameuse luminosité, c'est donc le flux, d'accord, le flux du faisceau, 10 à la 34 par centimètre carré seconde. Le nombre de paquets par faisceau, 2808. Le nombre de protons par paquet, on l'a vu, donc c'est 10 à la 11. Le nombre de tours par seconde, ça c'est la vitesse de la lumière qui décide, c'est 26 km/6, ça fait 11 000 tours seconde. Le nombre de collisions seconde, 600 millions. Il faut traiter ces collisions, il faut les détecter, il faut traiter le signal qui provient de tous ces détecteurs à 600 millions de collisions seconde. Il faut stocker l'information sur des disques durs, enfin des moyens de stockage, après avoir trié ce qui n'est pas bon, ce qui est la plupart des choses. Bref, c'est une tâche colossale, c'est un immense projet scientifique. Les premiers faisceaux ont été lancés en 2008, ça fait à peine 12 ans. Il y a eu un accident 9 jours après le lancement. Il y a essentiellement un aimant supraconducteur qui est redevenu normal. Ça a fait exploser le dipôle, ça a répandu 1 mètre cube d'hélium liquide dans le tunnel. Bref, ça a pris 1 an avant de pouvoir réparer ça. Hein? Bon. Deuxième départ, en 2009, on arrive à 1,8 TeV. En 2010, à 3,5 par faisceau. Et ça, c'était suffisant en 2012 pour collecter suffisamment de statistiques pour annoncer qu'on avait découvert le Higgs. Et donc, on a depuis confirmé d'autres prédictions du modèle standard. En 2013, on s'est arrêté jusqu'en 2015 et on a augmenté l'énergie. Donc, on s'est approché du 7, on est à 6,5 en 2015. On a augmenté la luminosité intégrée, donc l'intégrale de la luminosité sur le temps, donc le nombre de collisions qu'on a fait. Et pendant cette période, il y a une période d'ions lourds aussi où on accélérait des ions et non pas des protons. Maintenant, il est en arrêt. Donc, il y a une mise à jour qui va s'achever en 2021. Donc, on va augmenter la luminosité. Et il y a une autre mise à jour de prévue pour avoir une espèce d'extension de super LHC, si on veut, à la fin des années 2020. Combien ça coûtait? C'est pas fini, mais disons que jusqu'ici, ça coûtait à peu près 4,2 milliards de dollars pour l'accélérateur, à peu près 1,2 milliard pour les expériences, plus les équipes internationales qui arrivent et qui ont des appareils et qui développent ça. Donc, c'est pas donné. Hein. C'est donc une expérience de physique fondamentale très chère, très prestigieuse, et on peut bien sûr philosopher là-dessus et se demander s'il y a des limites à continuer ce genre d'expérience. Je donne ici quelques photos des détecteurs. Donc ça, c'est une reconstruction d'événements dans le détecteur CMS. Chacune des petites lignes jaunes ici est une trajectoire d'une particule, bien sûr, qui a été créée lors de cette collision proton-proton. Ça, c'est un schéma de CMS. Donc, au centre, comme j'ai dit, il y a un trajectographe, détecteur état solide, etc. Il y a un calorimètre maintenant. Calorimètre électromagnétique, calorimètre hadronique. Okay? Donc, ça, c'est pour détecter les particules chargées. Peut-être des... je ne suis pas sûr, en fait, s'il s'agit uniquement de leptons ici, évidemment, mais ici, manifestement, c'est un calorimètre à base de hadron, donc c'est vraiment des pertes qui sont causées par des collisions nucléaires. Il y a des aimants, bien sûr, supraconducteurs, nécessaires, et il y a des chambres à muons. Les muons sont des particules qui interagissent moins fortement avec les matériaux, donc ils pourront être détectés beaucoup plus loin. Ils sont assez abondants, donc c'est important de les détecter, et ça, c'est toujours à l'extérieur.
Ça, c'est un schéma du détecteur Atlas. Et là, vous avez, voilà, monsieur, madame. Ça donne une idée de la taille de ce truc. C'est assez impressionnant. Ça, c'est en construction. Donc, ça, c'est la cavité dans laquelle Atlas a été inséré. Ça aussi, on commence à l'assembler ici, vous voyez. Et finalement, donc ça, c'est le cœur. Le trajectographe était au centre. Ça, c'est l'extérieur avait porté les chambres à muons. Ça, c'est le cœur donc, qui est inséré dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà. Donc, finalement, il y a le problème du traitement des données. Dernière diapo ici. Ça produit beaucoup de données. Et les données sont traitées localement par premièrement des filtres qui vont uniquement garder ce qui, dans tous les signaux, pourrait représenter des signaux, enfin des collisions traitables. Et ensuite, ces données sont exportées dans différents centres de calcul principaux, donc on appelle les de niveau 1, un peu partout. Donc vous avez d'autres centres qui contribuent, par exemple Fermilab, Brookhaven, et ainsi de suite. Il va y avoir ici une délégation aussi dans des centres de ce qu'on appelle le deuxième niveau, d'accord? Alors Triumph, je pense que Triumph est passé au premier niveau, mais je ne suis pas sûr. Et enfin, les petits centres, donc ça, c'est des universités, finalement, qui pourraient traiter des données en s'abonnant aux serveurs de données qui sont ici. Donc, il y a un effort mondial de traitement des données ici, qui est assez impressionnant en soi. C'est un défi informatique, en fait. Voilà, donc c'est un peu long, mais je vous remercie.